Donc, le docteur Borges parlait tout à l'heure des risques cardiovasculaires qu'il pouvait y avoir avec le SOPK. Vous retrouverez dans votre tote bag une brochure sur les risques cardiovasculaires qui a été fait récemment par les laboratoires Merck en collaboration avec l'association et également qui a été réalisée en partie par le docteur Peigné, qu'on va accueillir tout de suite, qui va vous parler de la prise en charge gynécologique du coup du SOPK avec un petit zoom sur l'infertilité qui atteint quand même pas mal de personnes et de femmes atteintes de SOPK. Merci Caroline et merci, de me faire confiance à nouveau pour, vous parler à cette deuxième édition à nouveau du forum du SOPK et donc, on m'a demandé de parler, ben, c'est logique, hein, je suis gynécologue, donc je vais vous parler de la prise en charge du SOPK par le gynécologue, sachant que moi je travaille dans un service, qui fait que de la médecine de la reproduction, donc mon travail, c'est uniquement l'infertilité. Mais je vais aborder quand même, dans ce topo les autres, symptômes qui doivent être pris en charge par, le gynécologue aussi, en ville. Donc ça, le docteur Borges vous en a déjà parlé. Les critères diagnostiques, du SOPK sont bien ceux-là, le trouble du cycle, l'hyperandrogénie, les ovaires polykystiques à l'échographie et en effet, c'est la première cause de trouble du cycle et c'est la première cause d'infertilité féminine par trouble du cycle. Donc le gynécologue, il va pouvoir intervenir à différents moments de la vie de la femme en fonction de ces différents symptômes. Il va pouvoir intervenir au diagnostic, en effet. C'est normalement un des premiers intervenants qui va rencontrer ces patientes pour des troubles du cycle de l'hyperandrogénie, souvent à l'adolescence. Et malheureusement, ben, il y a encore du travail à faire auprès de mes collègues pour pouvoir faire un diagnostic précoce. Il y a encore, comme le disaient les membres de l'association, une errance diagnostique. Et ça, on essaye d'y travailler. En tout cas, j'y travaille à mon échelle. On va avoir ensuite, une prise en charge du trouble du cycle en lui-même et on va discuter de pourquoi c'est important de prendre en charge ce trouble du cycle. On va pouvoir prendre en charge l'infertilité. Comme je vous disais, c'est mon travail, moi, à temps plein et puis prise en charge aussi de l'hyperandrogénie en association avec les dermatologues qui, eux aussi, sont, des, partenaires essentiels pour la prise en charge, surtout de l'hirsutisme. Donc les points clés pour le gynécologue, en gros, si vous avez des gynécologues autour de vous, parce que l'information peut passer de gynécologue à gynécologue, mais peut aussi passer de patiente à gynécologue. Enfin bref, tous les moyens sont bons pour pouvoir essayer de diffuser l'information, en tout cas je le pense. Comme vous l'a dit Madame Borges avant moi, la définition, c'est ça, le trouble du cycle, l'hyperandrogénie, les ovaires polykystiques à l'échographie ou alors un taux d'hormones antimullériennes qui est élevé mais on doit avoir exclu toutes les autres causes de troubles du cycle et d'hyperandrogénie parce que oui, le syndrome des ovaires polykystiques, c'est la cause la plus fréquente de troubles du cycle, d'hyperandrogénie, donc c'est quand même un diagnostic le plus probable quand on a ces signes-là. Mais il y a d'autres causes qui peuvent donner des troubles du cycle, comme par exemple une élévation de la prolactine importante peut donner des troubles du cycle ou des troubles enzymatiques, ce qui est écrit en bas, le bloc en 21 hydroxylase, c'est ce dont vous parlait Madame Borges tout à l'heure. Eh bien, ça peut mimer un syndrome des ovaires polykystiques, mais il y a d'autres moyens de les traiter. Ce n'est pas du tout la même prise en charge et les mêmes risques pour le futur. Donc, c'est important de savoir que ce n'est pas ça pour pouvoir affirmer que c'est un syndrome des ovaires polykystiques et pour pouvoir ensuite les prendre en charge de façon optimale. Je vous ai mis ici une petite image, vous verrez, vous la reverrez sur toutes mes diapositives, parce qu'il y a eu, et vous le savez sans doute, des recommandations internationales qui ont été publiées l'année dernière, en 2023, pour aider tous les praticiens à prendre en charge les patientes avec SOPK dans tous leurs aspects. Et c'est sur ces recommandations que je me base pour vous présenter les diapositives aujourd'hui. Attention à l'adolescence, c'est une période très particulière où on peut avoir des troubles du cycle et une hyperandrogénie sans avoir de syndrome des ovaires polykystiques. En plus, on n'a pas de seuil, que ce soit pour l'AMH, pour l'échographie, les seuils dont vous a parlé le docteur Borgers tout à l'heure, ils sont valables bien à distance des premiers cycles et pour un âge un peu plus élevé. Donc à l'adolescence, attention au surdiagnostic. On peut dire que peut-être on a un risque quand on présente une actée très sévère, du trouble du cycle très important, mais le diagnostic formel, il ne peut se poser
qu'au moins 8 ans après les premières règles, donc en gros, hein, en moyenne vers une vingtaine d'années où on peut affirmer qu'on a bien un SOPK et que c'était pas juste un trouble, hem, classique et fréquent qu'on peut avoir à l'adolescence. Donc il y a une prédisposition possible, mais le diagnostic formel, c'est environ vers une vingtaine d'années. Donc comme je vous le disais, une des premières causes pour laquelle on va aller consulter le gynécologue, ça va être le trouble du cycle. Pourquoi est-ce que c'est important de prendre en charge ce trouble du cycle? Eh bien parce que, comme vous l'a dit madame, Borges, les patientes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques ont un risque augmenté de cancer de l'endomètre. Ce risque, il est majoré surtout avant la ménopause, donc même avant l'âge de 55 ans, il est augmenté. Et donc, il est majoré également chez les patientes avec résistance à l'insuline, diabète, surpoids, obésité. Mais même chez les patientes minces, il y a aussi cette augmentation du risque. Et puis, les patientes peuvent avoir aussi des ménorrhagies, c'est-à-dire des règles un peu importantes. Quand elles ne sont pas très fréquentes, les règles, quand elles arrivent, peuvent être importantes. Et donc, comment faire pour prendre en charge ces troubles du cycle? Alors, on n'est pas dans le cadre d'un désir de grossesse, hein, on verra, c'est complètement différent. Eh bien, par donner un traitement, soit un traitement séquentiel de progestérone 4 fois par an pour déclencher artificiellement, des menstruations, ou alors donner une, pilule œstroprogestative. Vous verrez que la pilule œstroprogestative, c'est un traitement qu'on donne vraiment pour beaucoup, de symptômes et de prévention dans le syndrome des ovaires polykystiques, et c'est ce qu'on donne, donc ça, c'est, vous avez le tableau qui est issu des recommandations internationales, donc qui dit bien que, oui, en premier pour la prise en charge des troubles du cycle et de l'hyperandrogénie, d'ailleurs, c'est le même tableau, vous avez en première ligne une amélioration du mode de vie, et ça, le docteur Borges vous en a parlé avant, hein, c'est la première chose à faire, c'est le mode de vie, l'amélioration du mode de vie, c'est ce qui va pouvoir limiter les symptômes et les complications du syndrome des ovaires polykystiques, et ensuite en première ligne, le traitement, eh bien, c'est la contraception œstroprogestative avec certaines considérations sur quelle dose utiliser. Est-ce qu'il vaut mieux utiliser des œstrogènes naturels ou pas? Il y a beaucoup de, voilà, toutes les recommandations permettent de guider le gynécologue dans sa prescription, même si pour l'instant, il n'y a pas de pilule qui est recommandée plus qu'une autre pour le SOPK. On doit être attentif aux risques associés, mais c'est vraiment le traitement qu'on peut donner en première intention pour, essayer d'améliorer la régularité des cycles et également l'hyperandrogénie, puisque l'hyperandrogénie, donc acné sévère ou, pilosité, importante de type hirsutisme, ça peut être des éléments qui sont aussi pris en charge par le gynécologue. Pourquoi est-ce que c'est important de les prendre en charge? Eh bien parce que même si l'hirsutisme et l'acné sévère ne sont pas la seule cause. On sait que ça a un très fort impact sur la qualité de vie, sur l'estime de soi, et on sait que les patientes qui présentent un syndrome des ovaires polykystiques sont plus à risque de symptômes anxio-dépressifs, d'impact de la qualité de vie, de leur pathologie sur leur qualité de vie, et l'hirsutisme et l'acné sévère font partie, des symptômes qui, altèrent cette qualité de vie, d'où l'importance de le prendre en charge. Il y a trop d'autres éléments, hein, qui sont rapportés par les patientes, comme le délai au diagnostic ou l'information ou l'errance qui est parfois, associée et qui peut être d'anxiété ou de dépression. Alors, comment est-ce qu'on prend en charge cet hirsutisme ou cette acné? Pareil, c'est les règles hygiéno-diététiques en première intention, en diminuant, l'hyperinsulinisme, comme on vous l'a dit tout à l'heure, le docteur Borges, on se répète un petit peu sur ce point-là. En diminuant l'hyperinsulinisme, eh bien, on va diminuer l'impact, de l'insuline sur l'ovaire et donc sur la production des hormones de type testostérone, et donc on va limiter ensuite cet impact au niveau, générale, donc l'acné, l'hirsutisme. Le premier traitement, c'est, une pilule œstroprogestative, là aussi, qui a 2 intérêts. Eh bien, c'est de limiter une hormone qui est la LH, qui est sécrétée, au niveau central par le cerveau et qui, là aussi, a tendance à stimuler la production de testostérone par l'ovaire. Donc ça la diminue, donc on a moins de production par l'ovaire, et puis ça augmente aussi une hormone dont on vous a parlé, une protéine, la SHBG, dont on vous a parlé tout à l'heure, celle qui capte la testostérone et qui la rend, celle qui est dans le sang, est moins active, donc elle peut moins agir au niveau de votre peau. Donc il y a 2 modes d'action principaux de, la pilule œstroprogestative qui permettent de, limiter l'hyperandrogénie ou en tout cas son impact.
Et enfin, si cette pilule qu'on a pris pendant au moins 6 mois, associée aux mesures hygiéno-diététiques et cosmétiques, je vais en parler juste après, ne fonctionne pas, on peut associer d'autres traitements qui sont un peu plus actifs au niveau androgène, donc des anti-androgènes. Et bon, là, je vous ai donné le détail qui est décrit dans les recommandations internationales. Je ne sais pas si vous avez vraiment besoin de le connaître. Il y a des médecins qui sont spécialistes pour ça. Les endocrinologues en font partie parce que la spironolactone, ce n'est pas vraiment un traitement que donnent les gynécologues d'habitude. Et en effet, vous voyez, je vous remets le même schéma que tout à l'heure. Pour la prise en charge de l'hirsutisme, on peut associer une thérapie, une thérapie cosmétique en plus de la contraception œstroprogestative. Et c'est là qu'intervient le dermatologue. Et donc, vous le verrez, hein, là, vous avez entendu parler d'un endocrinologue avant moi. Moi, je suis gynécologue, mais il y a énormément de professionnels de santé. C'est l'objectif aussi de cette journée de montrer tous les différents intervenants qui sont nécessaires pour la prise en charge du SOPK. Le dermatologue en fait partie aussi parce qu'il y a une prise en charge cosmétique qui est possible avec le laser ou la lumière pulsée, le laser étant un peu plus efficace pour la prise en charge de l'hirsutisme et en particulier au niveau du visage. Plusieurs séances peuvent être nécessaires, hein, et puis je rappelle que lorsqu'il y a un hirsutisme très sévère avec un impact sur la qualité de vie important au niveau du visage, il y a une prise en charge qui peut être envisagée par la sécurité sociale. Donc, c'est dans certaines conditions qui sont assez limitées, mais voilà, on peut essayer quand même de faire la demande. Parfois, en fonction des caisses, ça peut fonctionner. Donc, une association conjointe et un travail conjoint pour lutter contre cet hirsutisme, et le gynécologue en fait partie. On va parler un peu de l'infertilité maintenant, parce que c'est mon quotidien et c'était aussi ce qu'on m'avait demandé de développer de façon un peu plus importante. Les éléments qui sont nécessaires à la fertilité, c'est bien sûr une réserve ovarienne qui est normale, une ovulation de façon régulière, un utérus qui est sain, des trompes qui sont perméables, et puis les spermatozoïdes du conjoint qui sont là aussi fécondants. L'infertilité, d'une façon globale, c'est un problème majeur de santé publique, hein. C'est environ 20% des couples qui vont consulter pour une infertilité. Donc, quand on fait un bilan d'infertilité, même chez une patiente qui a un syndrome des ovaires polykystiques, on sait qu'il y a un trouble de l'ovulation et donc probablement on connaît la cause de l'infertilité. Il peut y avoir des choses associées. Donc, on doit toujours faire un bilan complet du couple avant tout traitement d'une infertilité. Et ça, c'était juste pour votre culture générale. On sait que l'espèce humaine n'est pas une très bonne reproductrice, hein. On sait qu'il y a par cycle, chez un couple complètement fertile, il n'y a que 25% de chances de grossesse par cycle. Okay, donc, c'est pour ça qu'on attend habituellement 1 an lorsqu'il n'y a aucun problème de trouble du cycle ou de pathologie qui pourrait être la cause d'infertilité, pour pouvoir dire qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Parce que pour des couples où tout va bien, il y a 85% des couples qui ont conçu en 12 mois, mais seulement 60% en 6 mois. Et ça, c'est normal. Et puis aussi, il y a la question de l'âge, ça vous le connaissez tous, hein, la fertilité et l'âge, tout ça est très lié. La période de fertilité maximale féminine, elle est entre 25 et 30 ans. Après, ça diminue. Ça diminue de façon assez rapide finalement. Ouais, en courbe bleue, vous avez le taux de grossesse par cycle, hein, qui est avant 30 ans d'environ 25 à 30% par cycle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on est à plus de 40 ans, les chances de grossesse, elles sont d'environ 10% par cycle. Donc ça, c'est le début d'une grossesse. Et vous rajoutez à ça des taux de fausses couches par cycle qui augmentent avec à 40 ans. Et ça, c'est normal. À 40 ans, on a 10% de chances de grossesse, mais presque 40% de risque de fausse couche, donc presque une grossesse sur 2 qui débute, mais qui va s'arrêter. Et ça, c'est la physiologie, c'est l'espèce humaine. Et ça, personne ne le connaît. En effet, dans la population générale, c'est pas connu et on pense qu'on est anormal, alors que finalement, ce sont des choses qui sont classiques. Pour la répartition des étiologies d'infertilité, on est un peu tous égaux, hein. Masculine 30%, féminine 30%, les deux 30%, et dans 10% des cas, on ne trouve pas la cause de l'infertilité. Les principales causes d'infertilité féminine, la principale cause, ce sont les troubles de l'ovulation. Et comme on vous l'a dit tout à l'heure, le SOPK étant la principale cause des troubles de l'ovulation chez la femme, c'est la principale cause d'infertilité féminine par trouble de l'ovulation. Mais attention, toutes les femmes avec SOPK ne sont pas infertiles. Et ça, il faut bien le dire. Et que si une patiente ne souhaite pas une grossesse et a besoin d'une contraception, il ne faut pas lui dire
vous avez un SOPK, vous ne serez jamais enceinte, pas besoin de contraception. C'est faux, hein, c'est faux. Toutes les femmes SOPK ne sont pas infertiles. Là, je vous présente 2 études avec des grandes études de cohorte, surtout celle en bas en Suède. Donc, vous voyez les 45 000 femmes avec SOPK, 200 000 femmes sans SOPK. En gros, on arrive à la fin de sa vie reproductive à avoir le même nombre d'enfants quand on a un SOPK que quand on n'en a pas. Ça prend juste un peu plus de temps quand on a un SOPK et on a parfois besoin d'avoir recours à de l'aide médicale à la procréation. Mais dans la première étude que je vous montrais là-haut, c'était une étude rétrospective, c'est-à-dire on demande aux patientes a posteriori comment elles ont eu leurs enfants. 80% des femmes avec SOPK ont eu un enfant et dans 75% des cas, c'était une conception spontanée. Donc, on n'est pas stérile, ça c'est sûr. Il peut y avoir un risque d'infertilité ou de délai pour la grossesse augmenté. Et donc, on va avoir parfois quand même besoin de consulter un gynécologue pour pouvoir aider et diminuer le temps pour obtenir la grossesse. Donc, si on a un désir de grossesse, l'objectif, ça va être d'essayer de restaurer une ovulation qui est plus régulière, si tout est normal au niveau des trompes et au niveau du spermogramme. Parce que les trompes sont bouchées, ça ne sert à rien de faire ovuler la patiente. Là encore, les recommandations internationales nous ont donné un algorithme très précis maintenant sur quelles sont les différentes étapes pour prendre en charge une infertilité par trouble de l'ovulation chez les patientes avec SOPK. La première ligne, et c'est toujours la même, c'est l'optimisation du mode de vie. C'est améliorer son alimentation et c'est pratiquer une activité physique. Alors dans les recommandations, ils disent bien, et c'est la même chose que ce qu'on vous disait tout à l'heure pour améliorer le profil métabolique, c'est perte à 5 à 10% du poids corporel. C'est-à-dire quand on est à 100 kg, on arrive à 90, on arrive à améliorer ses paramètres métaboliques, on vous l'a dit tout à l'heure, on améliore les chances d'ovulation, on voit qu'il y a moins de troubles du cycle, il y a plus d'ovulation. Ce n'est pas démontré à très grande échelle, vraiment evidence-based sur les chances de grossesse, mais puisqu'il y a plus d'ovulation, nous en pratique, on voit bien plus d'ovulation égale plus de chances de grossesse spontanée. Et on verra, c'est très important de le faire dès le début et de conserver cette amélioration pendant toute la prise en charge de l'infertilité, parce qu'à toutes les étapes, la prise en charge du mode de vie va améliorer les chances de grossesse spontanée ou avec tous les traitements qu'on peut proposer. Je vous montre une toute première partie d'une étude qui est publiée récemment, une très grande étude où ils ont repris toutes les patientes SOPK qui avaient eu des traitements de différents types. Donc, vous avez soit les traitements en haut de médicaments. Donc, en blanc, c'est le médicament inducteur de l'ovulation. En jaune, ce médicament de type metformine dont vous parlez, Madame Borjas, tout à l'heure. Au milieu, l'exercice physique ou la diététique. Et là, je vous présente les résultats sur l'ovulation. Donc, plus mon petit rond va vers votre droite, et plus les chances d'amélioration de l'ovulation augmentent. Donc, plus je vais sur la droite, plus j'ai d'ovulation. Et on voit que donc, on a que ce soit la diète, c'est l'alimentation, la première ligne, l'activité physique ou le traitement par metformine, on a une amélioration des chances d'ovulation, mais qui, vous voyez, sont assez proches. Donc, prendre un médicament ou améliorer sa diététique, finalement, ça donne, sur cette étude-là, qui est une grosse étude, normalement les mêmes chances de récupération d'une ovulation. Si malheureusement, juste cette première ligne d'amélioration du mode de vie n'a pas permis d'obtenir la grossesse, on a des traitements qui sont disponibles. La première ligne de traitement, dans les recommandations internationales, ça s'appelle du létrozole. C'est un anti-œstrogène qui permet de faire croire à notre hypophyse, une petite glande dans le cerveau qui contrôle l'ovulation, entre autres, qu'on n'a pas assez d'œstrogène et qu'il faut stimuler l'ovaire. Donc, on va donner ce traitement, on va le voir après, en tout début du cycle pour mimer un petit boost qu'on a normalement, naturellement, en début de cycle, pour pouvoir faire sortir un follicule et pouvoir faire ovuler. Donc, à l'international, il est recommandé maintenant en première ligne d'utiliser le létrozole plutôt que le citrate de clomifène. Pourquoi ? Le citrate de clomifène, c'est le clomide. Pourquoi ? Parce que les grandes études, toujours mes petits traits et mes carrés là, qui vont vers la droite pour dire qu'on a plus de bébés.
Le létrozole semble donner plus de naissances que le citrate de clomifène, a priori parce qu'il y a un effet sur l'endomètre négatif du citrate de clomifène qu'on n'a pas avec le létrozole. Le problème du létrozole, c'est qu'il n'a pas l'autorisation de mise sur le marché en France dans cette indication. Donc, c'est-à-dire que c'est un traitement qui n'est pas du tout pris en charge, qui n'est pas du tout remboursé et qui est juste à la... S'il y a des complications, toutes les, les conséquences sont sur les épaules du médecin qui prescrit. Voilà. Donc, il n'est pas encore beaucoup prescrit, même si c'est la première ligne au niveau international de ce traitement. Alors, il y a beaucoup de médecins qui se mobilisent et de patientes également pour qu'on puisse y avoir accès en première ligne. Mais donc, pour l'instant, on prescrit encore le citrate de clomifène. Alors, comment ça se prescrit? Comme je vous disais, c'est des comprimés qu'on prend en début de cycle, avec des règles qui sont plus ou moins déclenchées par de la dihydrogestérone, du Dufaston. On donne un traitement donc, du 2e au 6e jour du cycle, donc 5 comprimés. Je vous disais, l'objectif, c'est vraiment de faire croire à l'hypophyse qu'il n'y a pas assez d'œstrogène. On libère une hormone qui s'appelle la FSH, c'est une hormone naturelle qui est libérée par cette petite glande dans le cerveau, qui va permettre de faire sortir un follicule pour le faire ovuler. Et soit on doit vraiment le vérifier. Et on doit le vérifier à chaque cycle. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait une échographie, parfois associée à un bilan hormonal, en milieu de cycle. Puis après, on doit vérifier si on a bien eu une ovulation ou alors on déclenche l'ovulation avec un autre médicament. Et ça, c'est très important et ce n'est pas toujours fait. Donc, je le rappelle, si jamais vous avez besoin, vous ou dans votre entourage, de citrate de clomifène, c'est un traitement qui n'est pas anodin et qui doit être surveillé, et ce, à chaque cycle. On ne peut pas prescrire du citrate de clomifène pour 6 mois et dire « revenez me voir si vous n'êtes pas enceinte ». Ce n'est pas comme ça que ça doit être fait. Ça doit être fait avec un suivi à chaque cycle parce qu'on doit vérifier 2 choses très importantes. C'est ce que je vous ai mis à droite. On doit vérifier l'efficacité du traitement. Quand on donne un traitement, c'est pour faire ovuler, donc on doit vérifier que c'est bien le cas. Donc on vérifie au milieu de cycle par l'échographie qu'on a bien un follicule qui est sorti et donc qui va a priori ovuler. On vérifie la muqueuse de l'utérus, l'endomètre, parce que comme je vous l'ai dit, le citrate de clomifène surtout peut avoir un effet délétère avec la muqueuse utérine qui ne grossit pas bien, et ça c'est une indication pour changer plus vite de traitement. Et puis on doit vérifier s'il n'y a pas un risque de grossesse multiple, parce que donner un traitement qui stimule l'ovulation peut faire parfois ovuler plusieurs follicules en même temps, avec des risques de jumeaux, de triplés, voire plus. Et ça, on doit le savoir quand même pour pouvoir ou non autoriser les rapports. Et puis on doit savoir si notre traitement est efficace aussi, pour savoir si la patiente a vraiment ovulé et si on doit modifier la dose au prochain cycle si la patiente n'a pas ovulé. Donc on le surveille et on le surveille à chaque fois. Donc je vous l'ai dit, il y a un risque de grossesse multiple et retardée parfois. Donc si on a vraiment besoin de suivre à l'échographie lorsqu'on fait ce traitement, on surveille s'il y a une mauvaise croissance de l'endomètre. Et qu'est-ce que ça donne comme risque? Eh bien, qu'on n'ait pas de grossesse alors qu'on a bien eu une ovulation. Là aussi, donc, on fait une surveillance hépatique. Il y a peu de contre-indications pour le citrate de clomifène. Il y a quand même un effet hépatique. Et donc, s'il y a une maladie hépatique importante et avancée, ce qui peut arriver quand même, eh bien, on a une contre-indication à donner ce type de traitement. Et puis, on a eu une alerte récemment on le connaissait depuis longtemps, mais des complications un peu plus complexes, de troubles visuels qui peuvent arriver sous citrate de clomifène. Et donc, si on a des troubles visuels qui arrivent sous citrate de clomifène, il y a eu un cas décrit de cécité après. Donc, voilà, on ne voyait plus du tout de façon pérenne. Ces troubles visuels sont une contre-indication absolue à une nouvelle prise de citrate de clomifène. C'est très, très peu fréquent, mais ça doit être dépisté. Donc, c'est un traitement qui doit être suivi. Je le répète encore une fois. Si ce premier traitement fonctionne bien, c'est-à-dire, j'entends par fonctionne bien, vous avez bien ovulé sous citrate de clomifène. Si vous avez bien ovulé, je reste à ce traitement maximum 4 à 6 cycles. Si au bout de 4 à 6 cycles, je n'ai pas la grossesse, je dois changer de traitement. Et donc, j'ai bien vérifié à chaque fois que j'avais bien une ovulation. Si jamais, pendant cette période, je n'ovule pas, là, on devra d'abord augmenter la dose, passer de 1 à 2 comprimés, voire à 3 comprimés. Et si à 3 comprimés, je n'ovule toujours pas, eh bien là, je changerai de traitement.
Et là encore, pendant cette période, je continue mon activité physique et ma diététique. Regardez mes petits schémas de tout à l'heure que je vous montrer. Tout à l'heure, je vous montrais, non, il n'y a pas la flèche. Tout à l'heure, je vous montrais les 3 premières lignes d'en haut. J'ai encadré en rouge le traitement seul par citrate de chlomifène. Vous voyez, ça augmente les ovulations, un petit peu plus que ce qu'il y avait au-dessus, mais ce n'est pas énorme. Par contre, regardez en bas, quand j'y associe une activité physique, une augmentation, une amélioration diététique, eh bien, c'est dans ce cadre-là, tout en bas, c'est là où je fais les 3, c'est là où j'ai les meilleures chances d'avoir une ovulation. Je vous rappelle, vers la droite, c'est j'ai de plus en plus d'ovulation. Donc, quand on associe le traitement plus l'activité physique et donc en gros, le prise en charge du mode de vie, c'est là qu'on a les meilleures chances d'ovulation et donc de grossesse. La deuxième ligne de traitement, c'est donc les injections de gonadotrophine. En fait, on injecte directement de la FSH, cette même hormone qu'on faisait sortir naturellement avec le traitement qu'on donnait tout à l'heure. Là, on l'injecte directement. C'est un traitement qui est un peu plus invasif puisque c'est par mode injectable. Ça nécessite là aussi un suivi, échographie, prise de sang et beaucoup de patience parce qu'avec des ovaires riches en follicules, eh bien, on peut mettre du temps à trouver la bonne dose pour ovuler un seul follicule et pas 3 ou 4 et avoir des risques de grossesse multiples. Et puis en dernière intention, si ce deuxième ligne de traitement n'a pas marché non plus, mais on peut être parfois amené à le faire en première intention si on a une autre cause d'infertilité, c'est le recours à la fécondation in vitro. Et là, on arrive dans des techniques vraiment d'aide médicale à la procréation à proprement parler. Et il faut être orienté vers un centre d'aide médicale à la procréation. Un tout petit mot pour terminer sur les complications pendant la grossesse. Le docteur Borges en a dit un mot juste avant moi. En effet, pendant la grossesse, même si c'est peu connu, voire pas connu des obstétriciens qui vont suivre les grossesses, il y a un risque augmenté de diabète gestationnel, d'hypertension pendant la grossesse et de ses complications, qui nécessitent donc d'avoir au moins avant la grossesse un dépistage de l'hypertension éventuellement préexistence par une mesure de la tension. Puis après, la mesure de la tension fait partie du suivi classique pendant la grossesse. Pour ce qui est du diabète gestationnel, c'est bien recommandé, comme on vous l'a dit tout à l'heure, et je vous le rappelle, avant la grossesse, quel que soit l'IMC, donc l'indice de masse corporelle, il faut faire un dépistage d'une intolérance aux hydrates de carbone. Si on ne l'a pas fait avant la grossesse en préconceptionnel, on le fait au premier trimestre de la grossesse. Et sinon, on le fait pendant la grossesse, entre 24 et 28 semaines d'aménorrhée, c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure. En préconceptionnel ou pendant la grossesse, le seul dépistage qui est recommandé, le seul dosage qui est recommandé dans les recommandations internationales, c'est cette hyperglycémie provoquée par 75 grammes de glucose. Donc pour conclure, la place du gynécologue, vous voyez, elle est quand même à plusieurs moments de la vie de la femme, ça c'est certain. Chez les patientes avec SOPK, ça peut être pour le diagnostic, pour le bilan initial, et on travaille aussi à sensibiliser les gynécologues sur le bilan plus global, insulinorésistance, complications cardiovasculaires, syndrome d'apnée du sommeil dont on vous parlait tout à l'heure, complications psychosociales à dépister. On intervient dans la prise en charge des troubles du cycle, et j'espère que vous avez bien compris pourquoi c'était important de ne pas rester sans règles pendant des années, parce qu'en effet, ça augmente après le risque de cancer de l'endomètre. La prise en charge de l'hyperandrogénie, acné, hirsutisme, la prise en charge de l'infertilité pour optimiser les chances de grossesse spontanée et par assistance médicale à la procréation, participer au suivi de la grossesse également, mais vous voyez certainement que c'est seulement un des acteurs de toute la prise en charge, et donc vous allez en rencontrer quand même plusieurs au cours de cette journée. Je suis très heureuse de pouvoir y participer, donc je pense qu'on est prêt pour répondre à vos questions. Et je termine juste par un tout petit mot pour parler moi aussi. Alors pas de vous inviter à Nantes pour la journée de l'année prochaine, mais parce que je participe et j'en suis très fière à la première journée du syndrome des ovaires polykystiques, puisque c'est fou, ça n'existait pas, qui sera organisée les 3 et 4 avril à Paris, l'année prochaine, où c'est un comité, donc c'est des communications scientifiques pour aviser du public médical large, mais qui est aussi ouvert au grand public. Vous pouvez aller regarder si ça vous intéresse le programme, je vous ai mis, vous avez le nom qui est ici. Et donc, je pense que les associations de patientes seront aussi présentes sur place pour
pour cette journée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Borges. Je vous invite à revenir avec nous. Si jamais vous avez des questions, du coup, c'est le moment. Si vous êtes dans le chat aussi sur YouTube, n'hésitez pas. Il y en a quelques-unes déjà qui sont arrivées au niveau des questions. Donc, est-ce que ce micro marche? Non, le micro marche pas. Est-ce que c'est possible d'activer le deuxième micro? Oui. Ah bah super. Comme ça, moi, si vous avez des questions, je vais venir vous voir avec le micro et j'arrive. Et du coup, ah bah, tu veux faire les questions? Ok. Bonjour, Bonjour. docteur Zeroni, gynécologue. Pour Madame Borges, s'il vous plaît, vous avez mis, je suis venue un petit peu en retard, excusez-moi. J'ai vu la prise en charge pour le traitement, vous préconisez les règles hygiéno-diététiques et vous avez insisté sur l'alimentation. Mais j'ai constaté dans ma patientèle que j'ai beaucoup de personnes qui prennent beaucoup de petites graines, et particulièrement les grains de lin. Et on sait que les grains de lin sont des phytoestrogènes. Est-ce que ça peut pas déséquilibrer encore un peu plus le climat hormonal? Moi, j'insiste pardon, avec mes patients de leur dire pas de grains de lin et pas de sauge également. Alors, Je ne sais pas ce que vous en pensez. dans l'article que j'ai lu, on entend? Oui. Dans l'article que j'ai lu, c'est un résumé qui est paru en juillet 2024 sur justement l'intérêt des plantes, entre guillemets. Il parle des graines de lin. Après, c'est comme tout le reste, il faut que ce soit dans des quantités raisonnables, peut-être pas quotidiennes. Et il n'y avait pas d'effet néfaste décrit. Après, c'est comme l'étude qui a été faite sur le kéfir, voilà, 2000 patientes, 250 millilitres par jour voilà, elle avait été faite pendant 2 mois. Je pense qu'il faut des études. Donc, il faut diversifier, pas que ça, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Puisque ça fait partie des choses qui sont citées, comme le curcuma, comme la berbérine pour les troubles du métabolisme glycidique. Mais il faut que ça reste pondéré. Et puis, effectivement, on attend les résultats des prochaines études, puisque ça intéresse un petit peu le monde scientifique, on va dire. Bonjour, j'ai une question pour vous, docteur, Borges, parce que vous avez passé assez, rapidement sur la metformine. Je voulais savoir si vous pouviez revenir, dessus, sur, ce traitement, sur ses risques, sur ce qu'on pouvait, en attendre. La question l'intéressait parce que je suis sous metformine depuis, 1 mois et demi. Voilà, donc comme vous l'avez passé un petit peu rapidement, Oui, je suis désolée, oui. j'avais une dame timeuse là qui me disait que j'étais un peu en retard. Voilà, donc rattrapage. Donc la metformine, le seul inconvénient, je veux dire, c'est surtout les troubles digestifs. Voilà, dans les études, on en prescrit jusqu'à 3 grammes par jour. Sincèrement, la plupart de mes patientes, on reste à 1 gramme, 500 milligrammes matin et soir. Hem, En termes d'effets indésirables, donc c'est ça, c'est les troubles digestifs. En termes de contre-indications, les acidoses lactiques, je n'en ai jamais vu, bien que je sois un vieux docteur. C'est très grave, mais c'est surtout, chez les patientes qui ont des problèmes respiratoires ou de santé graves ou en post-opératoire. Donc il faut arrêter le traitement le jour d'une chirurgie et dans les 48 heures qui suivent. En cas de gastro-entérite ou en cas de risque de déshydratation, évidemment, il faut l'arrêter puisque ça contribue aux troubles digestifs. Pour ce qui est de l'efficacité, c'est très variable. Comme je disais tout à l'heure, ça agit sur la glycémie puisque c'est le premier traitement recommandé dans le diabète de type 2 en première intention. Ça marche très, très bien. Pourquoi? Parce que ça aide l'insuline à travailler. Or, un des premiers troubles métaboliques des OPK, c'est l'insulinorésistance. Donc, ça peut être pas mal. Et puis, ça réduit la production hépatique au niveau du foie de sucre. Et chez certaines patientes, on peut avoir une glycémie à jeun qui est améliorée avec le traitement par metformine. Donc pour l'efficacité, c'est là encore, ça dépend de la réceptivité de chacun, je veux dire. Il faut suivre. Généralement, on revoit les patientes à 3 mois. On voit ce que ça donne en termes de paramètres biologiques, glycémie, insuline, HOMA. En termes de paramètres pondéral, là, au niveau du poids, les réponses sont variables. Et puis évidemment le tour de taille puisque ça fait partie des facteurs de risque cardiovasculaire. Ça peut être intéressant, pour, les patientes qui envisagent une grossesse en association avec, enfin moi j'ai ça dans mes vieux cours, avec le clomide. Ça marche, ça potentialise l'action du clomide et puis après si c'est insuffisant ou pour les patientes avec, des troubles du métabolisme glucidique plus importants, en association avec les analogues du GLP-1,
même s'ils ne sont pas encore remboursés, mais ils vont l'être dans certaines conditions, les 2 interagissent et ça peut être encore plus intéressant pour l'insulino-résistance et pour la glycémie, quoi. Mais en première intention, moi, je dirais que comme pour le diabète, metformine d'abord, on voit la tolérance digestive, il ne faut pas le continuer si on n'est vraiment pas bien et puis on suit la patiente, on voit si on a une réponse, clinique et biologique. Mais contre-indication, je n'en ai pas. Bon, c'est insuffisance rénale majeure, mais la plupart du temps, les patientes, sont jeunes, hein, donc voilà, hein, je sais pas. Il y a pas de contre-indication. C'est plus les patientes avec des BPCO sévères, puisqu'il y a effectivement un risque d'acidose lactique. Je n'en ai vu qu'une fois chez un patient très âgé qui avait une BPCO très, très sévère. C'est une bronchite chronique post-tabagique pour sa part, très sévère. Sinon, les apnées du sommeil ne sont pas une contre-indication, au traitement par metformine. Mmh. Au Merci. contraire, puisque ça va améliorer le poids, ça va améliorer les paramètres métaboliques et puis on a ce cercle vertueux, quoi. Oui, oui, bah, je prends encore 2 questions là. Il y a encore des questions sur le chat. On va voir si on a le temps de vous prendre pour tout le monde. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question un petit peu dans la même veine. Par rapport aux pathologies, j'ai l'impression que les médicaments, pour la plupart, sont prescrits hors AMM, comme vous le disiez tout à l'heure. Est-ce qu'on risque pas à terme de déclencher des pathologies secondaires, que ça soit par rapport à l'insuffisance veineuse, par exemple, aux oestrogènes ou des pathologies cardiaques au niveau, enfin, avec la spironolactone? Est-ce qu'on risque pas d'avoir des pathologies secondaires sur le long terme, dans la mesure où on a des patients qui vont être justement plus sujets avec le SOPK? Alors, je vais parler de la spironolactone et puis je te laisserai parler des œstrogènes. Pour la spironolactone, là encore, il faut être extrêmement vigilant dans des périodes critiques telles que les gastroentérites, les causes de déshydratation. J'avoue que les cardiologues le prescrivent pour les insuffisances cardiaques sans forcément informer les patients des risques d'insuffisance rénale, de problèmes de potassium ou autres. En première intention, on contrôle le ionogramme, c'est le sodium et le potassium après l'administration du traitement à 1 mois, éventuellement la créatinine, c'est pour la fonction rénale. Mais là encore, SOPK, souvent patiente jeune, jusqu'à l'âge de 50 ans, voire au-delà. Si on le prescrit à des doses raisonnables, j'ai quelques collègues qui le prescrivent jusqu'à 200 milligrammes. Pour ma part, je vais rarement au-delà de 75 et 100 milligrammes par jour. Ce sont des cachets de 25 milligrammes, 50 et 75. Et il faut voir la réponse biologique. Si la patiente est suivie, comme je le recommande, 1 fois par an, il y a peu de risques. Et pour le risque cardiaque, il n'y en a pas. À des faibles doses, il n'y a pas de risque d'hypotension. C'est un traitement de l'insuffisance cardiaque, donc pas de risque d'insuffisance cardiaque. On a suffisamment de recul puisqu'on le prescrit dans ce cadre-là chez nos patients cardiovasculaires, quoi. C'est ça, en fait, les traitements que vous citez, les traitements que vous citez, c'est des traitements qui sont donnés en prévention de maladies cardiovasculaires, en prévention secondaire. Donc, ce n'est pas des traitements qui vont causer des problèmes cardiaques, c'est des traitements qui sont donnés pour des préventions de problèmes cardiovasculaires. Le problème de l'autorisation de mise sur le marché, c'est un peu un problème de sous, finalement. Ce n'est pas un problème d'efficacité ou de risque pour les patients. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché de la metformine dans l'intolérance aux hydrates de carbone? On pourra demander à monsieur de Merck qui est au-dessus de nous, mais c'est parce que, en fait, pour avoir une autorisation de mise sur le marché, il faut faire toute une démarche qui coûte énormément d'argent par le laboratoire. Et que lorsque le bénéfice attendu au niveau de la prescription est faible, parce que c'est des prescriptions qui ne se font pas aussi largement que dans le diabète, par exemple, ce n'est pas des démarches qui sont réalisées par le laboratoire en lui-même. Mais ça peut être après demandé, comme c'est fait là pour le létrozole en ce moment, par des associations de patientes, par des médecins qui vont après alerter en disant qu'on a besoin de ce médicament pour la prise en charge et donc qui peuvent faire évoluer cette autorisation de mise sur le marché. Sachant que ceci n'est propre qu'à la France, comme je vous le disais, pour le létrozole, que je connais mieux que la metformine. Le létrozole n'a pas l'autorisation de mise sur le marché en France dans cette indication. Vous le savez peut-être, c'est un traitement qu'on donne en prévention du cancer du sein et où ça récidive. C'est des traitements qu'on prend normalement pendant 5 ans quotidiennement. Nous, là, le traitement, c'est 5 jours, 6 mois dans la vie. C'est sûr que ce n'est pas très intéressant économiquement de faire l'étude pour pouvoir le prescrire dans cette indication. Par contre, au niveau international, c'est le traitement de première intention. Quand vous allez aux États-Unis, aucune patiente n'a du citrate de clomifène. Tout le monde a du létrozole. Et c'est de la très, très grande échelle. Donc, ce n'est pas un traitement qui est forcément dangereux quand on fait une prescription hors AMM. C'est juste qu'on n'a pas eu les études localement françaises et la validation pour sa prescription dans ce cadre.
Alors moi, du coup, j'ai une question pour le docteur Peignet. Pour une personne qui n'a pas de cycle menstruel, le médecin prescrit souvent de reprendre la pilule, mais est-ce que ça va pas juste retarder les symptômes à plus tard? Et pourquoi le Dufaston, on nous propose de le prendre que 4 fois dans l'année, pas plus, pas moins? Enfin, Alors, la pilule, en effet, ça va avoir un effet un peu suspensif. Donc, en gros, l'objectif, ça va être de traiter le trouble du cycle. Ça va créer des règles de façon artificielle tous les mois. Ça va pouvoir traiter aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, l'hyperandrogénie. Après, en effet, à l'arrêt de la contraception, le syndrome des ovaires polykystiques est toujours là. C'est pas un traitement du syndrome de la cause. Il n'y a pas de traitement du SOPK. Ça n'existe pas, un traitement du SOPK. On ne fait que traiter les symptômes. Donc, la pilule traite un symptôme. Si on a besoin d'une pilule pour une contraception, très bien. Si on aurait besoin d'une pilule parce que on doit traiter ce trouble du cycle, comme je vous l'ai expliqué, et que c'est le traitement qu'on a choisi, ou qu'on veut prendre en charge notre acné, ça peut être un traitement de première intention, mais c'est qu'un traitement suspensif. Quand on l'arrête, ben, le syndrome des ovaires polykystiques reprend ses droits, entre guillemets, et donc on a de nouveau des symptômes qui peuvent réapparaître, parfois de façon un peu plus prolongée. Enfin, il y a une petite période d'accalmie, on va dire, à l'arrêt de la pilule. Il y a quelques mois où tout se passe bien, et puis après, les troubles du cycle réapparaissent, mais c'est donc suspensif. Okay. Et après, pour ce qui est de la dihydrogestérone, du Dufaston, on peut le prendre de façon plus régulière, on peut le prendre tous les mois et avoir des règles tous les mois, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Ce qu'il faut, c'est au minimum 4 fois par an pour avoir cette prévention sur le risque dont je vous parlais, de saignement abondant lorsqu'on lorsqu'on a des règles, ou pour le risque de cancer de l'endomètre. Mais ça peut être tous les mois. On va prendre 2 questions du chat, sinon je prends mon micro. Je sais pas si, Si, si c'est bon, ça marche. Donc 2 questions du chat. Il y en a une qui dit si le stérilet hormonal est indiqué ou pas dans le SOPK. Il est pas contre-indiqué. Il y a pas de, on peut l'utiliser. Il va avoir l'effet attendu sur les troubles du cycle, puisque le stérilet hormonal, il contient de la progestérone et donc il va normalement limiter, voire complètement arrêter les menstruations. Donc il n'y a plus du tout de règles, mais ça c'est provoqué par le médicament. Là aussi, une question que j'ai souvent, c'est si j'ai pas de règles avec mes pilules ou avec mon stérilet, est-ce que je vais pas avoir le même risque de cancer de l'endomètre? Non, parce qu'on a vraiment un traitement qui est la cause de ce blocage des règles. On n'a pas, c'est pas l'exposition aux œstrogènes de façon prolongée qu'on a dans le SOPK sans règles. Donc c'est un contexte complètement différent. On n'a pas d'augmentation du risque lorsqu'on est sous pilule en continu. Après, ça ne va pas avoir d'effet, pour continuer la question sur le stérilet hormonal, ça n'a pas d'effet comme la pilule sur la SHBG, sur la LH, et donc ça n'aura pas un effet sur le traitement de l'hyperandrogénie. Donc ça va marcher pour le trouble du cycle, ça ne va pas être un traitement de l'hyperandrogénie. Par contre, c'est une très bonne contraception, ça oui. Et la deuxième question, donc qui est plutôt une étude de cas, c'est une personne qui dit qu'elle a une fille qui se nourrit parfaitement et qui fait de l'activité physique très très régulière. Malheureusement, ça n'a pas d'impact sur ses cycles et aucun cycle sont revenus. Est-ce qu'il y a d'autres alternatives? Comment faire? Alors, c'est un peu difficile de répondre comme ça parce que bien sûr, C'est un cas qui répondre peut à être plus un cas général comme du coup, ça. mais Alors donc de façon plus générale, ça dépend quel est le poids initial. Il faut faire attention à l'excès inverse avec on peut avoir un effet de restriction important des apports caloriques et une activité physique excessive qui sont là aussi une cause de troubles de l'ovulation. Lorsqu'on a trop d'activité physique et un apport calorique insuffisant, on a ce qu'on appelle un syndrome qui s'appelle l'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle. Donc c'est au niveau du cerveau, une commande qui dit l'apport calorique est insuffisant, je dois bloquer la fonction ovulatoire. Donc attention à l'excès inverse qui va bloquer l'ovulation, mais d'une autre façon que le syndrome des ovaires polykystiques. Et après, si par contre la patiente ou la jeune fille était en surpoids, a baissé un petit peu et que ça ne suffit pas, mais qu'on n'est pas dans ce contexte d'aménorrhée hypothalamique fonctionnelle, il y a d'autres traitements qui peuvent être mis en place et c'est un peu ce qu'on a évoqué là pendant les présentations. Mais en effet, il faut une consultation individuelle. Bonjour, alors une petite question, je voulais savoir s'il existe un lien entre OPK et les fibromes. Aucun de connu, non. Aucun de C'est connu. 2 choses qui sont très fréquentes, comme l'endométriose et SOPK.
il n'y a pas de lien connu non plus. C'est deux choses qui sont très fréquentes et qui donc peuvent atteindre la même personne, mais il n'y a pas de lien connu entre les deux. D'accord, entendu. Merci. D'autres questions? Caroline, je crois qu'on te dit que c'est la dernière. La maîtresse la du temps dernière. derrière toi. Moi, je me demandais, est-ce que c'est possible de faire de l'hyperandrogénie si on a un taux de testostérone qui est dans la norme, en fait? Oui, tout à fait. C'est tout à fait possible d'avoir des symptômes d'hyperandrogénie, même si on a un taux de testostérone qui est dans la norme, parce que, il y a différents types de dosage de testostérone, donc je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Et puis, il y a aussi une sensibilité individuelle, on va dire, du follicule pileux, si c'est au niveau de l'hirsutisme, il y a une sensibilité individuelle au niveau de la peau, on va dire, aux hormones de type testostérone, et donc qui va être différente en fonction des femmes. Donc, il peut y avoir tout à fait une hyperandrogénie clinique avec une acné importante ou un hirsutisme, alors que les taux de testostérone sont dits normaux sur les dosages classiques. Merci beaucoup. Du coup, c'était les dernières questions. Merci.